Donc nous revoilà pour la deuxième partie de la séance 5 sur les modèles de la classe ARMA. Donc cette fois, on va s'attacher à présenter la méthodologie de Box et Jenkins. Ok. C'est une méthodologie qui se déroule en 4 étapes. Donc, identification des modèles, estimation du ou des modèles identifiés, validation des modèles sélectionnés. Donc au final, si vous avez plusieurs modèles, comment vous faites le choix entre ces différents modèles, et éventuellement la prévision. Donc la prévision, vous verrez avec l'exemple qu'on prend, donc une, une série boursière du Dow Jones, ok, les rendements du Dow Jones, c'est un peu compliqué de faire de la prévision, ça marche pas très bien en réalité. Parce qu'il y a évidemment des modèles plus compliqués, on le verra la prochaine fois avec des effets arches, etc. Euh, donc ici, on télécharge d'abord les données. Donc voilà, on va travailler sur des données weekly. Donc là, en fait, les données à la base, elles sont en journalier. Donc là, je les transforme en weekly. Et c'est les données de clôture du Dow Jones Industrial Average. Okay, c'est un indice boursier de la place américaine. Donc on trace le graphique correspondant. Donc voilà la série de prix finalement. Donc on voit bon, une certaine tendance, ok. Donc là c'est une série de prix entre 1992 et 2020 en weekly. J'ai envie de calculer je calcule les rendements parce que finalement nous on va travailler sur les rendements. Donc rendement, donc moi je calcule les rendements comme ça, ok. Euh, ok, donc iLock ici 1,0 c'est parce que il y a un an qui s'insère étant donné qu'on fait le shift 1 ici. Donc là si je calcule le rendement comme ça, que je vous le présente, rendement.head. Donc vous voyez il y a un an qui va s'insérer. Donc en fait pour supprimer ce an, je fais iLock 1, 2 points. C'est-à-dire que je pars à partir de la unième observation. Donc là, en clair, la deuxième, parce qu'on compte à partir de 0. Donc on plante les rendements. Donc là, on a une série sans nom, tout va bien. Donc on voit qu'il y a eu des sacrés chocs, et ces chocs, en fait, correspondent aux crises. Donc là, 2008, 2009, la crise du Corona 2020, etc. La crise des années 2000, donc ça, c'est le choc, la bulle Internet sur les marchés américains. Donc c'est une crise qui n'a pas trop on n'a pas subi, enfin, il n'y a pas eu de contagion de cette crise sur les marchés européens, notamment. Surtout, c'est resté un peu confiné, si je peux employer ce mot, au marché américain. Première chose à faire, c'est de checker. Nous, on sait qu'on va travailler avec les rendements, ok. On check tout de même si on a de forts doutes ici, d'une certaine stationnarité, ok. Mais on le check quand même. Donc, vous vous souvenez, ADF Fuller, c'est la fonction qui permet de tester euh, la stationnarité. Normalement, on est censé appliquer la stratégie de test séquentiel, mais du coup, là, moi, je ne le fais pas, je le fais rapidement, et on voit finalement que la valeur, là, elle est très proche de 0, donc puissance moins 27. Donc du coup, ça veut dire rejet de H0, qui est la non-stationnarité, la série est stationnaire. Ok, je vais vous parler d'un truc, c'est que finalement, la série stationnaire, c'est-à-dire que le moment d'ordre 2 ici, on voit que si on fait passer une bande autour de la série, on voit que c'est relativement stable. Et la moyenne, elle est centrée autour de 0. Donc la moyenne, elle est finie aussi. La moyenne et la variance sont finies. Euh, Par contre, ce qu'on observe là visuellement, c'est des petits paquets là, au niveau des crises, donc des petits clusters de volatilité. Ça, on en parlera dans la prochaine séance. Ok, mais finalement, là, on passe le test de stationnarité. Ça veut dire que finalement, la variance au cours du temps, elle est considérée comme homocédastique, mais on voit bien que tout de même, si on zoome un tout petit peu plus, si on regarde sur longue période, on voit que c'est homocédastique, mais par contre, si on fait des zooms locaux, on voit bien qu'il y a des clusters avec des plus grosses zones de variance. Mais ça, on verra ça prochaine séance. Ok, donc c'est stationnaire, donc tout va bien. On peut modéliser cette série à l'aide des processus de type ARMA. Ok. Euh, donc là, je me suis. Par exemple, ah, voilà. Donc, en réalité, l'identification, on en a déjà un peu fait dans la première partie. On trace les graphiques d'autocorrélation et autocorrélation partielle de cette série. Imaginons, là c'est un exemple, hein, imaginons on trouve P égale 1 et Q égale 2, donc P pour la partie AR et Q pour la partie MA. Et bien en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le modèle ARMA 1, 2, donc c'est le modèle entre guillemets avec les lags maximaux,
et on va descendre. C'est-à-dire qu'on va aussi considérer le modèle ARMA 1, 1. Ensuite, on va considérer la partie AR 1, parce qu'il n'y a que du 1 dans la partie AR. Okay. Par contre, pour le MA, on va aussi considérer le MA1 et MA2. Donc au final, là, on aura 5 modèles à checker, à vérifier. Okay, donc on a identifié les lags maximaux, et là, on va vérifier pour ces modèles. Ok. Donc peloton d'abord, ça c'était un exemple comme ça ad hoc, maintenant on va le faire avec les rendements. Donc on plotte ACF pour les rendements. Alors on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que finalement il y a ok, donc ça on détermine un maximum, donc c'est une petite fonction, une petite boucle. Ici c'est le plot, mais vous voyez ici on voit pas très bien ce qui est significatif ou ce qui ne l'est pas, il faudrait zoomer sur le graphique. Donc vous avez une autre fonction en fait qui vous sort cette fois-ci les séries, donc les valeurs numériques. Donc c'est la fonction ACF, d'accord? ACF, vous donnez un nombre de lags et un alpha pour l'intervalle de confiance, donc ça c'est votre seuil de significativité. Et ça va vous retourner deux séries, donc les coefficients d'autocorrélation en question. Je peux vous la mettre aussi. Donc voilà, donc là il y en a effectivement 10. Okay. Et l'intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, c'est regarder si ces coefficients-là, ils sont significativement différents de 0 ou pas. Donc là, en fait, on peut faire un check rapide. Donc, bon, pas le premier, parce que c'est l'autocorrélation avec lui-même, donc à partir du 1. Donc le moins 0,09, il est bien... alors attendez, comment j'ai fait? Donc là, on identifie bien 4 lags. Parce qu'on voit bien que l'intervalle de confiance, ici, vous voyez, cet intervalle-là ne contient pas 0. Ça marche. Donc ça, c'est l'intervalle de confiance autour du coefficient de corrélation, donc autour de ce point-là. Ok. Donc là, ça ne contient pas 0 non plus. On commence à 0,004. Moins 10, moins, on reste en dessous de 0. Ici, ça ne contient pas 0. Et ici, par contre, à partir du cinquième, ça contient 0. Donc ici, le coefficient d'autocorrélation T-5, il est non significatif. Ce qui veut dire qu'on va sélectionner un ordre 4, un ordre maximal pour le processus MA, pour la partie MA du processus ARMA, à l'ordre 4. Donc en fait, là, j'ai fait une petite boucle justement pour sortir l'ordre en question, donc 4. On plotte la fonction d'autocorrélation partielle. Donc là, vous vous souvenez, c'est pour déterminer l'ordre de la partie AR, de la composante AR du modèle ARMA. Donc pareil, j'ai sorti les valeurs numériques, j'ai calculé ici, et finalement, il n'y a que la première autocorrélation ici qui est significativement en dehors de l'intervalle ici. Ce qui fait qu'on retiendra un lag maximal pour le processus AR est égal à 1. Alors par contre, je ne vous ai pas parlé d'une chose, c'est que parfois, un peu plus loin, les lags ressortent en dehors d'intervalle, mais entre-temps, ils ont été non significatifs. On s'arrête au premier non significatif, ok? Parce que ça peut être des effets statistiques qui fait qu'ils ressortent ponctuellement en dehors de l'intervalle et ils redeviennent significatifs ultra loin. Mais là, on est d'accord, ça ne veut rien dire. Souvenez-vous, on est sur de la semaine. Donc ça voudrait dire qu'ici, là, autant t, et il est significativement corrélé avec le temps T-29. Donc ça veut dire que la semaine, il y a 29 semaines, il y a un lien avec la semaine de maintenant, avec les rendements de la semaine de maintenant. Donc c'est assez bizarre, mais c'est juste en fait, c'est un effet statistique, c'est un effet statistique par le bruit, tout ça, il peut arriver que ce soit significatif. Mais finalement, nous, on s'arrête au premier non significatif et on considère le précédent comme lag. Donc là, le premier non significatif, c'est bien 2. On considère bien donc 1 comme étant le lag maximal pour la partie AR. Ok. Donc là, vous avez une autre façon de le faire aussi. Hein, ouais, ça me fait pas mal d'erreurs. Donc là, en fait, il me dit que ce que je...
Ok. Donc là, alors attendez, j'ai sauté une étape là. Oui, voilà. Il y a une autre façon, il y a une autre façon de le faire. Donc là, voilà, en fait, on peut sélectionner automatiquement les ordres, mais il le fait d'une façon un tout petit peu plus complexe. Et en plus, là, il me fait des warnings qui me dit qu'en gros, ça n'existera plus, cette fonction n'existera plus. Enfin, elle existera peut-être dans une autre fonction, mais voilà, c'est un peu plus difficile à lire. Mais moi, je vous recommande de faire la sélection de lag rapport aux fonctions d'autocorrélation et autocorrélation partielle. Donc, je vous l'ai mis là quand même pour vous dire que ça existait. Voilà. Donc là, en fait, c'est même plus complexe que ça, c'est-à-dire que ça vous identifie le modèle et ça vous sélectionne le bon. C'est-à-dire qu'avec les critères d'information, en fait, ça fait tout le travail d'un coup. Voilà. Donc, cette petite fonction existe. Si jamais si vous souhaitez un petit peu investiguer ce qu'elle fait et ce qu'elle vous retourne exactement et comment elle le fait. Mais nous, on décompose un petit peu le travail pour présenter les processus. Soit, donc, je vous ai dit tout à l'heure, la partie MA retard 4, la partie AR retard 1. Donc, on va tester tous ces modèles-là. ARMA 1.1, ARMA 1.2, ARMA 1.3, ARMA 1.4, AR1 et tous les MA jusqu'à 4. Donc là, on a bien 9 modèles. Okay, on a 9 modèles à la base. À la fin de l'étape d'identification, l'étape 1 d'identification, on a 9 modèles. Ok, donc maintenant c'est la partie estimation. Donc là, je vous ai fait un petit boucle de boucle, voilà, où en fait je vais estimer chacun des modèles. Je vais vous faire simplement. Vous voyez ici ARMA endoge égale RDT et order égale PQ. Donc ça c'est pour spécifier le modèle. Donc la grande fonction ARMA là, elle est tirée du package stat model. Regardez ici ARMA. Alors pourquoi il s'appelle ARMA déjà? Voilà, pardon, je l'ai juste au-dessus. ARIMA modèle, ARMA. Ça marche. Donc ARMA, cette fonction, donc oubliez les boucles de boucle au début, soit un modèle, donc RDT, donc l'endogène c'est bien RDT, donc c'est notre série de rendement, et les ordres, l'ordre, donc c'est-à-dire de la partie AR, de la partie MA, donc P et Q ici. Mais ici, vous êtes d'accord, on a 9 modèles à tester, donc là j'ai fait une petite boucle de boucle, donc je stocke les résultats à l'intérieur d'un dictionnaire dont les clés sont ARMA 01 pour en fait ARMA 01 c'est le MA1, ok. ARMA 02 c'est le MA2, ARMA 03 c'est le MA3, et ARMA par exemple 1.3 c'est le ARMA 1.3. D'accord. Donc 0 c'est pour simplement j'annule la partie AR et je considère que MA, etc. Et donc ResultDict il contient un objet en fait, c'est l'objet qui va stocker toutes les informations liées à l'estimation de ce modèle-là. Donc j'ai spécifié le modèle ici avec ARMA, je le fit, donc ARMA mode. Donc, ARMA mode ici c'est la variable dans laquelle j'ai stocké la spécification du modèle. ARMAmode.fit. Ok. Train de C, donc ça veut simplement dire que dans mon modèle ARMA, vous savez, avec YT égale YT-1, etc. Bah, par exemple, j'ai mis une constante avant. Okay. C'est toujours utile de mettre une constante. Dans les modèles théoriques que je vous ai présentés plus haut, il n'y avait pas de constante. Donc start param, ça oublié, vous le reprendrez tout le temps, sinon ça peut, lors de l'estimation, ne pas converger, tout ça c'est un peu compliqué. En clair, prenez toujours cette valeur-là en fixant start param pour que ça fonctionne. 10.1, ça veut dire que j'annule l'affichage des itérations de l'estimation par maximum de vraisemblance. Donc ça c'est juste pour que l'affichage soit plus joli. Et je stocke le résultat fit x pour chacun des modèles ARMA. Donc là je vous retrouverai le truc que je vous disais tout à l'heure, ARMA 01, etc. Prenons le premier modèle stocké dans le dictionnaire. Donc ResultDict, la clé, ça c'est une clé, okay, la clé du dictionnaire, donc la clé ARMA 01. Vous êtes d'accord que ça va me renvoyer cet objet-là, .summary. Donc .summary, bah, vous retrouvez quelque chose que vous connaissez, des tables un petit peu d'estimation. Okay. Donc le ARMA 01, bah, en fait c'est le MA1. Okay. Donc le MA1, on voit bien qu'ici il y a la constante que j'ai spécifiée dans le modèle, et il y a MA L1 close. Okay.
Ah oui, parce que ça s'appelle close, parce que j'ai pas changé le nom, mais je vais le régler tout de suite ce problème-là pour pas vous embrouiller. Ok. Sinon vous allez penser que c'est le cours de clôture alors que c'est le cours de rendement. Ok, donc je refais tout tourner rapidement. Ok. Ok. On en était ici. Voilà. Et donc il y a toujours, bon, il y a toujours close. Bon, ok, peu importe. Là, c'est bien la série de rendement ici. Ok. Donc la série de rendement, vous avez une constante et L1, ça veut dire lag 1. Donc, étant donné que là, on a testé le modèle MA01, donc MA1, il y a bien un seul lag avec l'estimation qui correspond. Ok. Et cette estimation, si on la regarde, si on regarde la p-valeur associée à sa stat, elle est bien significative, elle est très proche de 0, la p-valeur. Le coefficient associé est significatif, au premier retard MA. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a stocké voilà, toutes les estimations dans un dictionnaire que j'ai appelé ResultDict. L'étape de validation. Troisième étape, une fois qu'on a fait toutes les estimations. Nous avons à cette étape un certain nombre de modèles estimés. Donc, vérifier en premier lieu si tous les coefficients d'un modèle sont significatifs. Test habituel, c'est-à-dire la t-stat. Ok, tester, donc normalement on doit renouveler l'estimation des coefficients, enfin sans les coefficients non significatifs. Mais ça on va pas le faire, on va plutôt à partir du moment où il y a un coefficient non significatif, on va l'enlever. Et donc on testera le reste. Ensuite on teste si les résidus ont les bonnes propriétés, donc c'est-à-dire suivent une loi normale, sont homocédastiques et non autocorrélés. Donc non autocorrélation, homocédacité, je l'ai remis ici. Une fois qu'on a pris finalement le modèle où les coefficients, on a fait une sous-sélection des modèles où les coefficients sont tous significatifs, il nous faut, s'il nous en reste plusieurs, il nous faut d'autres critères pour sélectionner le bon modèle, l'unique bon modèle. Et ben en fait, il y a les critères standards, donc ça c'est plutôt des critères de prévision, donc c'est à quel point notre prévision, enfin à quel point ça minimise l'erreur avec l'erreur quadratique moyenne, la racine de l'erreur quadratique moyenne, etc., les RMSE, MAE, MEPE. Donc on va computer tous ces indicateurs finalement qui nous informent sur la qualité d'un modèle. Là, c'est plutôt la qualité prévisionnelle d'un modèle. Et après, il y a les deux autres critères d'information qui sont plutôt des critères des critères donc d'information pour voir à quel point le modèle est performant, intra-échantillon. Donc, c'est des modèles d'information qui sont construits comme ça. Donc, on va tous les calculer pour chacun de nos modèles après avoir fait un premier filtre sur la significativité des coefficients du modèle. Donc, prenons par exemple les p-valeurs. Les p-valeurs du modèle MA01. Ok. Donc PVS. Ok. Donc pour la constante, la p-valeur. Pour le premier lag du processus MA, c'est la p-valeur. Okay. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, évidemment, je ne vais pas faire ça un à un pour chacun des 9 modèles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite boucle, une petite fonction. Donc, une petite fonction ici. Cette fonction-là, cette boucle de boucle, nous appelle deux fonctions. Lequel, enfin, which is unseen, c'est le nom de la fonction que j'ai donnée, c'est juste lequel est non significatif.
Et ça récupère ça check si, si tous les ça check si tous les paramètres d'un modèle donné sont significatifs. En clair, ce que ça me retourne, c'est que le modèle MA2, le modèle ARMA 1.2 et le modèle ARMA 1.4, eh bien en fait, on a un problème de significativité, c'est-à-dire que tous ces coefficients, donc là, le coefficient associé au lag 2 du MA2, il est non significatif. Au lag 1 de la partie AR non significatif ici pour le 1.2, etc. Donc là, on a un petit problème. Donc le 1.2 ne fonctionne pas, le 1.4 ne fonctionne pas non plus. Ok. Donc du coup, ces trois modèles-là, étant donné qu'il y a au moins un, en gros, il y a au moins un modèle non, coefficient non significatif, on les éjecte. Donc du coup, avec cette petite resultdict.pop, pop c'est pour retirer des clés d'un dictionnaire, donc notre dictionnaire de résultats. Donc je le fais. Donc finalement, il nous reste que 6 modèles sur les 9. Sur les 8, il y en avait peut-être que 8 en fait. Ok, donc ensuite, les deuxièmes critères de choix pour sélectionner un modèle, il nous en reste 6. C'est les fameux critères d'information ou les critères standards de prévision. Donc là, ici, j'ai codé une petite fonction aussi, vous pourrez la décortiquer, elle est relativement simple. Pour chaque résultat, donc pour chaque modèle en clair, ça va me récupérer le résidu, okay, avec résidu.résid. Ça va calculer l'autocorrélation à la Lungbox. Donc là, ça vous vous souvenez de Lungbox, on l'a vu au semestre 1. Ça calcule l'hétérocédasticité, donc ici bon, conditionnelle. Donc ça je ne l'ai pas encore présenté, on le présentera lors de la présentation des modèles Arch-Garch. Donc c'est un test en clair pour tester l'hétérocédasticité conditionnelle. Donc là, en principe, il doit y en avoir. Les critères les critères ici d'information, AIC et BIC, donc en fait, ils sont directement stockés dans le résultat ici en cours. Dans chacun des résultats, vous avez AIC et BIC qui étaient déjà calculés au moment de l'estimation. Et on calcule ici le RMSE, le MinAPS, donc le MAE, et le MAPE. Ça, c'est les trois fonctions. Okay. Les deux premières fonctions, RMSE et MinAPS, enfin dire StatModel vous les fournit. Et MAPE, en fait, je ne l'ai pas vu en fait dans StatModel, donc je l'ai recodé ici. Donc c'est très simple, vous prenez la fonction ici, là, vous la recodez. Ça pour faire un petit exercice, je l'ai déjà fait ici. Donc très facile. Et puis pour chacun des modèles, ça va me faire une série d'impressions là, d'impressions écran. Voilà, je décide pas de les stocker, c'est pour le cours, donc on va juste les regarder en fait. Donc finalement ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc le MA01, donc le MA1. Donc là, rejet, donc autocorrélation, ici, p-valeur longbox, autocorrélation, absence d'autocorrélation, ici, pour le MA4, autocorrélation et absence d'autocorrélation. Ok. Donc finalement, sur tous les modèles là qu'on a, il n'y a que 2 modèles où il n'y a pas d'autocorrélation, je dirais, significative au seuil de 5%. Parce que le p-valeur, elle est à 0,11 et à 0,14. Donc déjà, ça nous permet de faire en fait un premier filtre. Et donc on va considérer maintenant que le MA4 et le MA11. Ok. Alors normalement on ne devrait pas faire ce premier filtre, on devrait aussi regarder le Arch. Donc Arch, on voit ici que pour l'hétérocédacité conditionnelle, 0, 0, 0, 0, vous avez que du 0 en p-valeur, ça veut dire qu'il y a de l'hétérocédacité conditionnelle partout. Donc c'est pas un critère de choix finalement, parce qu'il y en a partout. Là, non, on va considérer que la non-autocorrélation, et les deux qui ont des résidus non autocorrélés, c'est MA4 et, et ARMA 1.3. Ok. Donc maintenant, pour choisir entre MA4 et ARMA 1.3, on va regarder d'abord, enfin ça dépend ce qu'on veut regarder. Lequel des deux minimise les critères d'information? Donc AIC ici, il est inférieur à, ils sont très proches, hein, mais il est inférieur au AIC du ARMA 1.3.
Et le BIC, pareil. En fait, pour les critères d'information, si on devait suivre les critères d'information, eh bien, on sélectionnerait le modèle MA4. Si on regarde par contre les modèles classiques, enfin les critères classiques de sélection, donc RMSE, MAE et MAPE, lequel minimise. Alors, le RMSE est minimisé encore une fois par le MA4. Le MAE, il est minimisé par celui-ci, par le ARMA 1.3. Et le MAPE, il est minimisé par le ARMA 1.3. Donc en clair, vous avez deux critères standards qui jouent, enfin qui plaident en faveur du ARMA 1.3. Et ces critères, c'est des critères de prévision. Donc si on estimait nos modèles pour faire de la prévision, comment dire, on choisirait plutôt de regarder ces critères-là, RMSE, MAE, MAPE. Donc on sélectionnerait dans ce cas-là le 1.3. Et par contre, si on veut faire simplement de l'inférence, simplement de prévision, on sélectionnerait le MA4, basé sur les critères d'information AIC, BIC. Ok. Donc du coup, en fait, on choisit ici, enfin nous, on choisit de prendre, on choisit de prendre le MA4 selon le critère AIC-BIC. Donc là, c'est une petite, je sais plus ce que j'ai voulu faire ici. Donc si on regarde les résidus, donc ça c'est les résidus de quoi? Donc les résidus du MA4 plutôt. Donc, je vais l'appeler res X, ok. 4. Ok. Donc si on regarde les résidus, bon ok, notre modèle il ne doit pas fonctionner super bien en fait, parce qu'on n'a même pas regardé le R carré non plus. Et finalement, les résidus du modèle, voilà, les résidus du modèle, ils ressemblent vachement en fait à la série de rendement de base. Donc c'est pour ça que en fait, la modélisation par le modèle ARMA de série boursière, de série de rendement boursière, c'est pas suffisant pour, c'est pas suffisant. Il faut tenir compte de propriétés plus particulières qu'on verra au prochain cours. Et finalement, prendre cet exemple-là, comme c'est pris dans plusieurs bouquins, c'est un exemple facile pour vous montrer les différentes procédures, identification, estimation, validation, okay, d'un tel processus. Évidemment, dans les faits, en clair, si ça marchait trop bien, si j'avais même un R carré à 0,60, ça voudrait dire que j'arrive à plutôt pas mal prédire l'avenir sur des rendements boursiers. Et bon, vous comprenez bien que c'est pas crédible. Donc c'est simplement pour appliquer le processus, la procédure. Ok, donc l'étape 4, donc là je vous passe un petit peu des itérations sur les modèles ARMA, comment on fait de la prévision, en clair, enfin, le modèle on fait par récursivité. Donc là, si on choisit de faire la prévision, je vous ai dit que c'était le ARMA 1.3 qui était préférable. On a pris le R3. Ok, donc là j'ai fait un zoom en fait sur les rendements, donc partant de la fin jusqu'à 200 observations en vent, c'est simplement pour voir. Et en fait voilà, il y a un plot un peu plus sympa, c'est ce plot. Voilà, ici vous avez les forecasts. Vous voyez en fait, il forecast pas enfin, le modèle fonctionne pas bien parce qu'il forecast pas grand chose, pardon. Voilà, si on décide de plot le forecast à partir du mois d'octobre, vous voyez que c'est un truc, si on zoomait ici, vous voyez qu'il y a un peu de variance de mouvement, mais c'est ultra faible en réalité. Et en fait, ça se voit à partir du moment où on commence à considérer l'or échantillon. Vous voyez que en fait, ce qui me prédit le modèle ARMA, c'est la moyenne. Donc ça marche pas super bien. Et l'intervalle de confiance, du coup, elle est constante. Donc du coup, on verra sur les modèles Garch, Arch, comment on peut améliorer tout ça. Et là, je vous présentais aussi ce graphique-là que je trouvais était intéressant. C'est-à-dire qu'on met la série observée, euh, la série orange, finalement, c'est le forecast, donc ça correspond au fitted value, en fait. Hein. Et en dehors, les fitted value hors échantillon, c'est-à-dire construites qu'à partir des estimations. Donc, finalement, quoi qu'il se passe, à un certain horizon, on prédit la moyenne. Quoi.
ça sert pas à grand chose. Voilà. Mais ce graphique est utile. Il y avait un autre exemple, peut-être qui fonctionne un peu mieux pour vous montrer à quoi ressemble un forecast un peu plus pertinent. Donc je l'ai pris du tutoriel de StatModel, parce que oui, StatModel, le site de StatModel, il y a énormément de tutoriels sur les modèles ARMA, etc. Il y a plein de choses. Donc ça, j'ai pris un exemple juste pour vous illustrer ce qu'un forecast correct, à quoi un forecast correct peut ressembler. Donc là, on voit que, vous avez vu, ça c'est quand même pas des séries de rendement, c'est des séries ultra cycliques, ultra persistantes comme ça. Donc le modèle ARMA arrive à super bien fitter ce genre de données-là. Euh, bon, après, là, dans les données, on ne sait pas trop s'il y a de la saisonnalité, s'ils n'auraient pas dû supprimer la saisonnalité, enfin, je ne sais pas. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que voilà, les valeurs prédites, les fitted values en orange, elles suivent plutôt pas mal les vraies valeurs à l'intérieur de l'échantillon. Et à partir du moment où on commence à sortir de l'échantillon, voilà, vous avez une intervalle de confiance qui est plus resserré. Et plus vous vous éloignez dans les forecasts, plus l'intervalle de confiance euh, se, enfin, enfin, l'intervalle de confiance pardon, se réduit, donc ça veut dire que c'est plus sûr. Enfin, on est plus proche de la vraie valeur en prédite. Enfin, on est sûr à un certain seuil que ce soit la valeur se trouve entre les deux bornes. Et plus elle s'élargit, ben, finalement, plus voilà, l'estimation locale ici, le point estimate ici, ben, finalement, elle peut être dans l'intervalle grise à 95% de chance. Donc c'est pas une super bonne estimation. Donc voilà. Donc normalement c'est ce que un bon modèle ARMA avec des processus Garch et tout ça aurait dû vous montrer là-dessus. On verra ça au prochain cours. Euh, donc là, on va passer à la prochaine vidéo à une petite vidéo d'application. Donc on va regarder un peu des séries de production et de prix maïs et de soja. Donc on va prendre un cas particulier. On va prendre, je crois, la production de maïs. Puis on va appliquer la méthodologie de Box et Jenkins pour la modélisation avec les modèles ARMA. Voilà, à tout de suite.